Au Cameroun, le principal parti d'opposition au Parlement, le Social Democratic Front, a exigé des préalables pour participer au grand dialogue national proposé par le président Paul Biya. On en parle dans cette édition. Au Zimbabwe, les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté que l'ex-président soit enterré au camp des héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhaitait le gouvernement. Et puis, l'ex-footballeur international Didier Drogba ne cache plus ses ambitions d'après-carrière. Il a clairement laissé entendre qu'il souhaite se porter candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le principal parti d'opposition au Parlement, le Social Democratic Front, a exigé dans un communiqué une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste de l'Ouest anglophone et le cessez-le-feu, des préalables pour participer au grand dialogue national proposé par le président Paul Biya. Les détails. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre, le Parti social-démocratique Front, principal parti de l'opposition au Parlement camerounais, a transmis des conditions préalables pour sa participation au dialogue national proposé par le président Paul Biya. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le SDF dit avoir relevé sans équivoque que le dialogue national inclusif annoncé ne saurait efficacement prospérer sans un environnement serein, caractérisé par la déclaration d'un cessez-le-feu et la garantie d'une amnistie générale pour tous ceux impliqués à quelque niveau que ce soit dans la crise anglophone. Dans un communiqué, le SDF demande également que le dialogue soit présidé par une personnalité neutre et non pas le Premier ministre comme annoncé par le président Biya dans son discours. Selon le parti d'opposition, la forme de l'État devra y être discutée en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution et les forces de défense et de sécurité doivent en être exclues. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président Paul Biya a convoqué mardi, dans l'un de ses rares discours à la nation, un grand dialogue national pour tenter de mettre fin à la crise. Des groupes armés sécessionnistes, faut-il le rappeler, affrontent l'armée dans des combats meurtriers depuis fin 2017 dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, réclamant la création d'un État indépendant dans ces territoires où réside la plus grande partie de la minorité anglophone camerounaise. En bref, au Mali, le gouvernement a pris ce vendredi de nouveaux engagements pour mettre fin au mouvement de protestation suivi simultanément dans différentes villes par des habitants exaspérés par leurs conditions de vie et l'état de leur route. Le gouvernement s'est engagé ce vendredi matin à commencer dans 6 mois au plus tard les travaux sur la route Gao-Sévaré, axe primordial et dégradé vers l'ouest et la capitale Bamako. Le gouvernement prend aussi l'engagement d'escorter à partir de lundi les bus empruntant cette route, théâtre d'attaques fréquentes, et promet le retour des services de l'État à Gao. Il faut dire qu'en contrepartie, les protestataires promettent de lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes. Depuis le 20 août dernier, le Nigeria a verrouillé ses frontières avec le Bénin, ce qui n'est pas sans conséquence. Face à cette situation, le Parti communiste du Bénin et la Convention patriotique des forces de gauche ont, dans une déclaration lue ce jeudi, proposé une alternative pour sortir le Bénin de l'impasse. On écoute. Notre peuple vit en ces moments-ci les heures sombres de son histoire, notamment depuis la fermeture de la frontière avec le Nigeria. C'est maintenant que les dirigeants doivent sortir le grand jeu au plan politique. La restauration de l'état de droit, de la démocratie et des libertés politiques avec consécration de la souveraineté nationale. Au plan économique, le programme pour une gouvernance démocratique et patriotique vise la levée des entraves pour le développement économique accéléré et durable de notre pays et l'amélioration du sort des populations. Ce programme privilégie la production nationale pour nourrir la population et satisfaire ses besoins sans cesse croissants et exportés. Le Conseil national de gouvernance démocratique et patriotique se fera le promoteur des opérateurs économiques nationaux pour leur approvisionnement en matières premières et la conquête des marchés à l'extérieur
comme le font tous les gouvernements des pays développés. Le programme, dans sa mise en œuvre, d'une part, prendra appui sur les valeurs et savoirs positifs de nos cultures pour les développer. Et d'autre part, ARIM lance d'emblée notre pays au secteur les plus en pointe dans tous les domaines, génie logiciel, énergétique, électronique, biotechnologique, etc. La pleine application du partenariat public-privé, avec priorité aux opérateurs économiques nationaux. Le nouveau Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok s'est rendu à Juba, capitale du Soudan du Sud, pour sa première visite officielle. Objectif, rencontrer le président de ce pays, Salva Kiir. C'est la première fois que je me rends à l'extérieur du Soudan et nous sommes ici aujourd'hui recherchant une solution stratégique et distinguée entre les deux pays. Seul le ciel est la limite concernant cette relation. Nous espérons avoir une relation prospère qui abordera les questions du commerce, des frontières, du pétrole, de la circulation et de la libre circulation de nos peuples entre les deux pays. My first visit outside Sudan will be to Juba, and we are here today. C'est la première fois que je me rends à l'extérieur du Soudan et nous sommes ici aujourd'hui, recherchant une relation stratégique et distinguée entre les deux pays. Seul le ciel est la limite concernant cette relation. Nous espérons avoir une relation prospère qui abordera les questions du commerce, des frontières, du pétrole, de la circulation et de la libre circulation de nos peuples entre les deux pays. Free movement of our people between the two. Au Zimbabwe, les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté que l'ex-président soit enterré au camp des héros, un monument national de la capitale Harare, ainsi que le souhaitait le gouvernement. L'annonce a été faite ce vendredi par un porte-parole de la famille. Nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose la famille de l'ex-président Robert Mugabe au gouvernement. Après plusieurs jours de tension, les proches de Robert Mugabe ont finalement accepté qu'il soit enterré au monument dédié aux héros du pays à Harare. Nous nous sommes réunis et mis d'accord. Il sera inhumé au champ des héros. Un endroit y sera choisi par les chefs traditionnels et il aura droit à une sépulcre différente car il est celui qui a dirigé la lutte qui a libéré ce pays, a confirmé un des chefs traditionnels, Matare Muzenge. La date de l'enterrement, initialement prévu dimanche prochain, reste toutefois encore à déterminer. Le héros de l'indépendance de l'ex-colonie britannique s'est éteint le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de luxe de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années. Sa dépouille a été rapatriée en grande pompe ce mercredi à Harare pour une série d'hommages, dont des funérailles nationales prévues samedi dans l'immense stade national des sports de la capitale en présence de nombreux chefs d'État africains. Loin de ce tumulte, l'hommage à l'ancien président a continué vendredi au stade Rufaro, en banlieue d'Harare. Quelques centaines de personnes y étaient réunies dans la matinée pour défiler devant le cercueil ouvert du disparu. C'est dans ce même stade que Robert Mugabe avait, le 18 avril 1980, pris les rênes de l'ancienne Rhodésie sous domination blanche des mains de son ancien dirigeant blanc, Ian Smith. L'ex-attaquant international Didier Drogba ne cache plus ses ambitions d'après-carrière de footballeur. Il a clairement laissé entendre qu'il souhaite se porter candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, déclarant que sa vision est plus grande que le simple rôle d'entraîneur. On l'écoute. En attendant, chez moi, il y a beaucoup de difficultés. Donc je pense qu'on peut apporter quelque chose en termes d'infrastructure, redynamiser le football, intéresser le public, parce que c'est aussi ça qui fait la force d'un championnat, et être compétitif, encore plus compétitif sur la scène internationale. Et ma vision est plus grande. Le simple rôle, entre guillemets, d'entraîneur. Un entraîneur, a un impact sur un club, sur des supporters, sur une équipe. Moi, l'impact que je veux avoir, c'est sur une nation, sur un pays. Je pense que mon plus gros échec, ça a été avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Cette fameuse finale en Coupe d'Afrique
au Gabon. Ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu contribuer à la qualification de mon pays pour sa première Coupe du Monde. Ça, c'est inoubliable. Inoubliable, c'est un vrai moment de bonheur et c'est un rêve de gosse aussi. Au Cameroun, le ministre des Sports et de l'Éducation physique note qu'il y a encore du chemin à faire pour ce qui est de l'avancement des travaux pour apprêter les infrastructures devant accueillir le championnat d'Afrique des Nations CHAN en 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2021. C'était à l'occasion d'une tournée d'évaluation qui s'est déroulée à Douala. Il a fait cette observation alors qu'une visite d'inspection de la CAF est attendue dans les prochains jours. Reportage Narcisse Homme. Alors qu'une visite d'inspection des agents de la Confédération africaine de football est annoncée dans les prochains jours au Cameroun, le professeur Narcisse Mouele Kombi a entrepris une visite des sites. Nous nous retrouvons à Douala aujourd'hui, comme nous serons sur d'autres sites demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine, pour prendre la mesure des évolutions. Pour ce qui est de l'étape de Douala, il s'est rendu tour à tour à l'aéroport international, au complexe multisport de Japoma, au chantier du nouveau stade de la réunification de Bépanda et son ANES, au stade de Bonamsadi, au stade Bapelepe et dans les structures hôtelières retenues par la CAF. Si pour ce qui est des hôtels, la mise à jour est opérationnelle, on ne peut pas en dire autant pour les infrastructures sportives. À Japoma par exemple, alors que la pelouse et les sièges sont prêts depuis le mois de juin, la structure extérieure du stade nécessite encore d'intenses travaux. Les stades annexes, piscines et terrains de basket peinent encore à dévoiler leur visage. Les délais donnés par les responsables de ce chantier paraissent aujourd'hui plus utopiques que réalistes. De nombreux délais sont évoqués par ces derniers. On parle désormais de novembre 2019 au lieu du 30 septembre 2019. Le constat fait à Japoma est similaire à Bépanda. Ici, le stade ANES est terminé et prêt à l'emploi. Mais le stade de la réunification en lui-même nécessite encore d'énormes travaux. Même si l'aspect a beaucoup changé depuis la dernière visite, le stade est loin d'être livré. Les stades d'entraînement de Bonamsadi et Mbapelepe sont des grosses déceptions. Gradins, éclairage, toilettes et vestiaires ne sont pas opérationnels. Une crainte pour les nombreux Camerounais qui pensent que le Cameroun ne pourra pas organiser la CAN 2021. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.